Après avoir voté contre la loi des finances exercice 2019, les députés de l'opposition s'expliquent. Au cours d'une conférence de presse ce matin, ils ont soulevé plusieurs griefs contre ce budget, dénonçant, disent-ils, trop de nouvelles taxes et parlant de matraquage fiscal. Et justement, budget et fonds communs, voilà le sujet de la chronique éco de ce journal. Un fonds commun qui baisse drastiquement avec un impact énorme sur le train de vie des bénéficiaires. Comment ces derniers appréhendent-ils l'avenir et surtout, vont-ils accepter la mesure? On en parle dans un instant. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Tout de suite, direction le palais de Kosiam où le médiateur du Faso est allé présenter et remettre au chef de l'État les rapports d'activité de 3 années de l'institution qu'elle dirige, 2015, 2016 et 2017. Eh bien, figurez-vous que pour cette seule année, près de 600 dossiers ont été traités, bien évidemment, avec des fortunes diverses. Je vous propose d'écouter à ce propos Sarah Sérémé. On a traité environ 600 dossiers pour l'année 2017. 600 dossiers qui a touché plus de 5000 personnes, il faut le dire. Et sur ce dossier, nous avons eu un résultat positif pour les requêtes d'environ 73%. Et une vingtaine % est toujours en état d'étude. Et environ 4% ne sont pas encore clos à cause du fait que les réclamants eux-mêmes n'ont pas amené leur dossier. En 2017, il faut rappeler que le médiateur que je suis a été nommé en fin octobre, le 27 octobre 2017. Donc nous avons eu 2 mois pour travailler. Mais comme l'administration est une continuité, nous avons traité des requêtes habituelles qui traitent parfois des questions d'indemnité, de salaire, de carrière et autres, des problèmes de justice et tout. Nous avons eu des problèmes également entre des populations qui avaient des problèmes dont la situation n'était pas réglée entre certains villages, notamment dans la boucle du Monde, les villages de Souli et autres. Le dossier avait commencé depuis 2016. Nous avons eu certains dossiers avec les agents de l'ONEA. Ce sont des requêtes en équité, parce que parfois la loi peut même être discutable pour le médiateur si nous estimons que la justice sociale n'est pas prise en compte. C'était le cas, par exemple, des dossiers des réclamants et au niveau de l'ONEA. Nous avons également eu des autosaisines au niveau du médiateur du Faso. C'était notamment quand les syndicats des pharmacies voulaient rentrer en grève et il fallait discuter avec le ministère pour trouver une solution puisque cela allait avoir des conséquences assez dramatiques et graves pour la population. Également, quand le président Macron devait venir au Burkina Faso, il y avait des crises latentes qui se préparaient à l'université, peut-être d'une grande virulence que nous avons essayé d'atténuer malgré ce que nous avons vu. Et donc il y a eu beaucoup d'actions dans ce genre, d'autosaisines qui ont été opérées en 2017. Sans oublier que nous avons participé évidemment à des rencontres au niveau régional, à l'EID au Mali. Nous avons aussi rencontré beaucoup de partenaires qui sont venus nous rendre visite puisque nous venons juste de prendre fonction et nous avons procédé à la réorganisation du médiateur du Faso afin de lui donner la visibilité qui doit être le sien, disons, afin de lui permettre également de pouvoir se rapprocher des populations, de pouvoir être approprié par ces populations-là pour que cette institution puisse jouer le rôle de défenseur des citoyens, disons qu'elle est. Voilà, on quitte une institution pour une autre. On va maintenant à l'Assemblée nationale où les députés de l'opposition se sont livrés à un exercice de pédagogie, expliquer pourquoi ils ont voté contre la loi des finances exercice 2019. Et le principal reproche qu'ils font à ce budget, disent-ils, c'est son caractère harcèlement fiscal. Plus d'explications avec Roméo Koïta. Ils l'ont jugé non sincère et irréaliste. Ils ont logiquement voté contre le projet de loi de finances 2019. Même adopté à leurs dépens, les députés de l'opposition ont tenu à justifier leur position.
Premier grief à l'encontre de ce budget, le matraquage fiscal, disent-ils. Alors que le gouvernement le qualifie de pro-pauvre, l'opposition parlementaire pense plutôt que l'exécutif crée de nouvelles taxes pour asphyxier financièrement les moins nantis. Ce projet de loi a consacré la création de nombreux impôts pendant que nous sommes dans un contexte de vie chère et on crée de nouveaux impôts. Nous avons des impôts que nous avons créés en 2016 qui ne sont pas recouvrés et on continue de créer de nouveaux impôts et pour justifier le fait que nous voulons des chiffres macroéconomiques qui plaisent au FMI. Est-ce que le peuple mange les chiffres? Pour le ministre des Finances, par contre, il ne s'agit pas de nouvelles taxes. Les gens doivent payer tout simplement ce qu'ils ne payaient pas. On devait payer des choses qu'on ne payait pas. Maintenant, on dit maintenant en 2019, il faut qu'on paye. Donc voilà, c'est surtout ça. C'est ça qui fait que quand on ne paye jamais, l'heure vient de payer, on dit qu'on paye beaucoup, mais vous ne payez rien par le passé. L'autre reproche formulé à l'encontre du budget, c'est le fait qu'il soit tourné vers la consommation plutôt que vers l'investissement. Le budget est d'environ 2200 milliards de francs CFA pour près de 800 milliards de dépenses courantes et 628 milliards réservés à l'investissement. 2018, donc la loi de finances rectificative que nous avons adoptée, le taux de l'investissement par rapport aux ressources générales de l'État était à hauteur de 44,5%. Pour 2019, ce taux revient à 24%. Alors, en ce moment-là, quel est le projet du gouvernement pour répondre aux préoccupations des populations? Nous posons la question. Selon le ministre des Finances, le budget est tourné à 52% vers les services sociaux, les secteurs qui touchent directement les populations. Un argumentaire peu convaincant, dira l'opposition parlementaire, qui en veut pour preuve la mesure de gratuité de soins qui serait menacée faute de budget conséquent. Moi, j'ai suivi une conférence de presse qui a été donnée par le ministre de la Santé, qui est venu confirmer nos critiques. Il a parlé de rupture de médicaments dans les formations sanitaires. Il a parlé d'une dette de 21 milliards que l'État doit à la CAMEG. Alors que pour 2019, il n'y a qu'une inscription de 26 milliards pour ces soins de santé-là. Ça veut dire qu'on a inscrit un budget rien que pour rembourser la CAMEG. Les députés de l'opposition invitent le gouvernement à mener sa stratégie de mobilisation des ressources financières à l'interne dans une approche de dialogue inclusif. Et justement, ce dialogue est-il encore possible entre le gouvernement et les fonctionnaires du secteur de l'économie et des finances quand ce budget 2019 réduit drastiquement le fameux fonds commun? Le sujet est à la une de l'hebdomadaire L'économiste du Faso de cette semaine et c'est justement le sujet de la chronique éco de tout de suite. Je vous le disais il y a un instant, la loi des finances exercice 2019, l'un des faits notables de cette loi, c'est la baisse très significative du fonds commun. Selon l'économiste du Faso, il passerait de 55 milliards de francs CFA à moins de 10 milliards de francs CFA. Un fait qui soulève quelques interrogations. Quel sera son impact sur le pouvoir d'achat des bénéficiaires et surtout, ces derniers vont-ils l'accepter? Rémi Lambert-Nibier et l'économiste du Faso se sont posé la question. Très attendue par l'opinion publique, la loi de finances gestion 2019, adoptée le 18 décembre dernier, a fini par consacrer la réforme sur les fonds communs. Ces fonds, dits fonds de motivation, sont désormais plafonnés à 25% de la masse salariale des bénéficiaires du ministère de l'économie, des finances et du développement. Si cette décision semble avoir l'adhésion d'une grande partie de la population, le flou demeurait sur sa valeur numéraire. De 55 milliards qu'en 2017, à combien ce plafonnement coûterait à présent aux contribuables burkinabés? Du côté du gouvernement, aucun chiffre n'est avancé pour l'heure. Mais l'économiste du Faso s'est déjà essayé au calcul. Nous, en tant que journal qui s'intéresse aux questions économiques, nous avons essayé de faire une simulation. La simulation sur la base du texte par rapport à une nouvelle disposition dans la loi des finances qui dit que
les primes servies aux agents ne doivent pas dépasser 25% de la masse salariale du ministère. La masse salariale du ministère de l'économie et des finances, selon les prévisions, c'est autour de 35 milliards. Donc les 25% des 35 milliards ne doivent pas dépasser les 8,9% que nous avons mentionné dans notre journal. Donc c'est une manière de dire que si on respecte un peu la loi, le fonds commun ne devrait pas dépasser les 8 milliards, les 9 milliards d'une manière générale. Il faut maintenant que les textes d'application viennent aider un peu les modalités d'alimentation de ce fonds sur la base des primes et des amendes, et aussi les modalités aussi de partage de cette prime-là aux différents agents. C'est fait, peut-on s'exclamer. Mais quelles sont les éventuelles conséquences d'une telle mesure? C'est l'autre question. Certes, la budgétisation des fonds de motivation permet de rétablir un tant soit peu le sentiment de justice et d'équité tant réclamé par ses détracteurs. Mais qu'en est-il de son impact sur les bénéficiaires? La baisse est drastique et subite et on imagine bien l'ampleur des conséquences. En tout cas, dans la loi, l'article 94 a précisé que des mesures d'accompagnement seront prises pour accompagner les agents qui avaient des engagements vis-à-vis de certaines institutions bancaires. Mais comme jusqu'à présent, on n'a pas encore les textes d'application, on n'a pas encore un contenu exact, on ne peut pas spéculer là-dessus. Donc il appartient au gouvernement de nous proposer aussi des modalités de ces mesures d'accompagnement-là, pour qu'on puisse avoir une idée. Déjà que les tracts et autres appels à mobilisation des principaux syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement circulent, on imagine le face-à-face qui se prépare. Pendant 72 heures, Bobo Dioulasso a vécu au rythme de la semaine des transports qui a pris fin ce week-end, marqué par plusieurs activités. Parmi elles, un atelier national sur les grandes réformes du transport routier et le lancement de la ligne Ouaga-Bobo Dioulasso de la compagnie aérienne Air Burkina. Mathieu Nkaboré, au Benguebré. Un baptême de l'air pour débuter la deuxième journée de la semaine des transports à Bobo Dioulasso. À l'aéroport, le ministre des Transports a procédé au lancement de la ligne Air Burkina reliant Ouagadougou à la capitale économique. L'avion arrive ici. Pour des questions de prudence, nous allons commencer par un vol par jour. Et par la suite, ce sera 2 vols au niveau le week-end. Donc vendredi 2 vols et dimanche 2 vols. Et si les Bobonais s'impliquent, comme l'a dit monsieur le président du conseil, si tout le monde s'implique, je pense qu'on pourra passer à 2 vols par jour. Le coût sera accessible et nous pensons que nous serons aux alentours de 35 000 francs pour un aller simple et 60 000 pour un aller-retour. Vous voyez bien que c'est moins cher que d'aller avec la V8, vous allez faire 6 heures en cours de route et avec l'avion, ce sera juste 45 minutes. À la suite du baptême de l'air, c'est un atelier national d'information sur les grandes réformes du transport routier que le ministre a ouvert en présence des acteurs du transport de toutes les régions du Burkina Faso. Dans le domaine des transports, les difficultés sont nombreuses et il est temps de trouver des solutions. Parce que si vous prenez par exemple la question liée au transport des agrégations, aucun texte n'encadre. Si vous prenez par exemple la question liée au transport du bois de chauffe, aucun texte n'encadre. Vous prenez la question même liée au transport urbain avec les taxis, nous n'avons pas une orientation claire en termes de réglementation de transport. Donc à travers cet atelier, nous voulions revisiter l'ensemble des réformes que le gouvernement entend de vouloir reprendre, conformément à la loi que nous venons d'adopter sur l'orientation du secteur des transports. Cet atelier vise à informer et permettre aux acteurs du transport d'adhérer au cahier de charges qui leur sera soumis. L'atelier est la bienvenue parce que déjà avec ce que le ministre nous a déjà déclaré, nous avons trouvé qu'il est très important pour que chacun de nous puisse participer et pour permettre en tout cas à la mise en place du Haut Conseil et pour le bien du transport. Le ministre se rend ensuite à la direction régionale des transports. Là, il visite les locaux et constate le processus de production des cartes grises et des cartes nationales d'identité burkinabé. Vous avez vu, nous avons regardé donc, le processus de traitement de la carte qui constitue donc, désormais le permis de conduire dans notre pays et nous avons vu que ça marche. J'ai vu aussi que les Bobolais ont adhéré
à la production et à l'enrôlement. Je suis très content parce que quand on voit le permis, on voit que c'est un permis qui est moderne, qui est infalsifiable, mais aussi qui nous permet de pouvoir situer le conducteur désormais de bout en bout. Parce qu'avec ce permis, nous devons pouvoir scanner pour savoir ce que vous êtes, quel est votre nom, quand vous l'avez eu. Et à tout moment, les forces de l'ordre peuvent avoir donc un dispositif de scannage pour pouvoir vraiment vous connaître. Les activités de la semaine des transports à Bobo-Dioulasso se sont poursuivies par une conférence publique pour discuter des projets en vue dans la capitale économique. 72 heures, c'est aussi le temps qu'ont duré les journées promotionnelles des produits agricoles de la région du centre, des journées placées sous le sceau de l'entrepreneuriat agricole comme solution à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, nous dit Roméo Koïta. Tous les produits agricoles sont au rendez-vous. De l'aubergine aux arachides en passant par les concombres, tomates et choux. C'est la célébration de la journée promotionnelle des produits agricoles de la région du centre. Initiée par la Chambre régionale d'agriculture du centre, cette journée vise à valoriser l'entrepreneuriat agricole comme moteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'économie du Burkina Faso repose essentiellement sur le secteur rural, avec 86% de la population active qu'il occupe et 40% d'apport aux produits intérieurs bruts. Ce secteur fait face cependant à des contraintes de diverses natures comme l'insuffisance et la mauvaise répartition des pluies, le faible niveau d'équipement technique, l'accès difficile au crédit, aux moyens et aux producteurs et aux marchés. C'est alors que ces actions sont réalisées, tendant à accroître sa contribution à la croissance et à réduire sa vulnérabilité dans l'optique de lutter efficacement contre la pauvreté. La journée promotionnelle est à sa deuxième édition. Exposition, vente, forums et conférences publiques constituent le menu de cette journée. Et ce sont des genres d'initiatives comme ça que nous voulons en tout cas encourager, parce que ça rentre dans le cadre de notre politique de faire la promotion de nos produits, aussi bien agricoles que d'élevage, et même concernant l'environnement. Donc ce sont des initiatives que nous... C'est pour ça que j'ai tenu à être là pour l'encourager, pour les encourager, surtout la SERA. Quand ça vient de la SERA, c'est encore plus pratique. Et donc ce sont des initiatives que nous encourageons et qui nous satisfont beaucoup. 72 heures de promotion des produits agricoles, il est surtout question de changer favorablement les mentalités en faveur des productions agricoles endogènes. Tout autre chose maintenant, et cette fois-ci dans le centre-sud, notamment dans le Bazenga, où le président du CDP est allé à la rencontre de ses militants. Une occasion de plus, encore une fois, d'égratigner la majorité. Abdoulaziz Saré au Benguebré. Il était exactement 10h30 ce dimanche 23 décembre lorsque le cortège du président du Congrès pour la démocratie et le progrès foule le sol de Kombisiri, chef-lieu de la province du Bazenga. Edi Komboïgou est accueilli en triomphe par les jeunes du CDP, puis il est escorté jusqu'au domicile du chef coutumier de la localité où il entend prendre des bénédictions. Non, je pense que partout où nous allons, nous respectons les chefs coutumiers, nous respectons les autorités religieuses et coutumières. Donc c'est tout à fait normal que nous venions ici. Vous savez que le chef de Kombisiri était un de nos anciens militants. Il est chef coutumier, nous ne sommes pas allés le visiter, même s'il n'est pas dans notre parti. Nous nourrissons également l'espoir qu'un jour ou l'autre, il puisse nous retrouver. Les bénédictions en poche, il prend la direction de la place du 2 juin de Kombisiri, là où il a rendez-vous avec des centaines de militants du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le président du parti arrive et l'hymne du CDP débute. Edi Komboïgou est porteur d'un message. Nous sommes venus porter le message de l'unité du parti, la cohésion du parti. Nous sommes venus porter le message du congrès ordinaire et de la rentrée politique du bureau politique national qui veut que nous travaillions à élargir notre base, à nous renforcer davantage pour nous préparer pour les années à venir, pour les échéances à venir. L'insécurité est grandissante au Burkina Faso, la vie chère prend de l'ampleur. Edi Komboïgou pointe un doigt accusateur sur le pouvoir MPP. Le MPP et ses alliés au pouvoir ont démontré leur incapacité de diriger ce pays. Ils sont en train de détruire ce que le CDP et le président Blaise Compaoré ont construit pour les
Burkinabé. La paix, la sécurité, l'économie prospère, le pouvoir d'achat des travailleurs. Pour que le Burkina Faso retrouve son lustre d'antan, Komboïgo pense que le CDP doit revenir aux affaires. Le CDP, grâce à votre soutien, doit revenir au pouvoir afin de redonner à toutes les populations du Burkina le goût du bien vivre à travers une économie prospère. Oui, le CDP d'aujourd'hui que je dirige a les ressources nécessaires pour offrir aux Burkinabés le bien-être dans une société de paix, de justice et de progrès social. Avant Kombisiri, ce sont plusieurs communes de la province du Bas-Éga qui ont reçu la visite du président du CDP. Parlons santé avec les 5e journées de la radiologie qui ont été consacrées à l'imagerie médicale, avec en toile de fond cette préoccupation: comment rendre le secteur plus performant, la formation des techniciens, des infrastructures répondant aux normes des standards internationaux et surtout une maintenance de qualité. Voici les pistes envisagées par les congressistes. Alfred Thioye. 253 congressistes venus d'Afrique et d'Europe ont pris part aux 5e journée de radiologie au Burkina Faso. Les réflexions ont essentiellement portées sur l'imagerie. Il s'est agi pour les experts du domaine de dresser un état des lieux de l'imagerie médicale au Burkina Faso et de dégager des perspectives pour améliorer le secteur. D'ici cette 5e journée, nous avons fait le point. C'est encourageant parce que nous avons créé un cadre de concertation, d'échange pour harmoniser nos connaissances, avoir des débats contradictoires à travers le bureau de la SOMIRAD. Nous avons créé une formation diplômante pour la radiologie, ce qui permet aux médecins généralistes de s'inscrire au bout de 4 ans de devenir des radiologistes. Nous avons fait la promotion de l'étoffement des équipements des plateaux techniques, mais également nous avons fait la promotion de la maintenance. Les défis à relever dans le secteur sont énormes et les réflexions ont abouti à des recommandations dont la mise en œuvre devrait permettre de rendre le secteur de la radiologie plus performant. Il faut que nous ayons une politique nationale dans le domaine de la formation des différents techniciens, médecins radiologistes, techniciens manipulateurs, mais également les biomédicaux. Il faut qu'il y ait une politique également dans le domaine de la mise en place des infrastructures qui doit répondre aux normes des standards internationaux, mais également des plateaux techniques, planifier la progression des équipements dans les différentes structures de soins. La grosse question, c'est la maintenance. Comment maintenir fonctionnels les différents équipements, en radiologie essentiellement, mais aussi dans les autres domaines. C'est là où intervient la problématique de la maintenance, qu'il faut organiser et surtout financer la maintenance dans notre pays, car sans la maintenance, il n'y a pas de fonctionnalité, il n'y a pas de soins dans les hôpitaux. Nous avons également abordé la question de la sécurité sociale, la mutualisation, pour permettre aux différents Burkinabés d'accéder à tous ces équipements qui parfois coûtent très cher, notamment au niveau du scanner et l'imagerie par résonance magnétique. Cela fait 59 ans que la radiologie existe au Burkina Faso. Ces journées qui s'achèvent à l'orée du nouvel an devraient permettre d'aborder la nouvelle décennie avec beaucoup plus de possibilités à offrir aux populations. Et nous terminons ce journal avec cette question: comment lutter beaucoup plus efficacement contre l'extrémisme violent? Cela pourrait passer peut-être par la participation citoyenne des maîtres coraniques. Eh bien, l'enjeu était au centre du 6e colloque de l'association Tabita Landal des maîtres coraniques du Sahel. Abdelaziz Saré au Benguebré. C'est le 6e colloque de l'association Tabita Landal des maîtres coraniques du Sahel, avec toujours le même objectif, lutter contre l'extrémisme violent. Pendant 2 jours, il s'agira pour ces enseignants du Coran venus de plusieurs régions du Burkina et d'ailleurs, de réfléchir sur la participation citoyenne des maîtres coraniques dans l'édification de la paix au pays des hommes intègres. Nous savons quand même que le maître coranique est confronté à beaucoup de problèmes. Il y a la question sécuritaire qui est là, il y a la question des talibés qui est là quand même, qui sont en vie souvent comme vraiment le véritable problème par certaines personnes qui n'est pas de notre vie aussi. Voilà, donc voici pourquoi nous avons essayé quand même de mettre tout ce problème-là ensemble et s'asseoir aussi, essayer de trouver la solution.
En plus de la recherche de la paix, ce colloque vise également la promotion de la protection de l'enfant, notamment les talibés mendiants. Occasion pour le président de l'association de donner son opinion sur le programme de retrait des enfants en situation de rue, initié par le gouvernement. En général, quand même, le programme est une bonne chose parce que c'est ce que nous-mêmes nous avons recommandé. Quand on parle des talibés, on parle des enfants de rue, tout le monde voit le talibé qui lit le Coran. Et pourtant, il y a plusieurs catégories qui sont là-bas. Il y a des enfants qui n'ont jamais été à l'école coranique, qui passent tout leur temps dans la rue. Et il y a des enfants qui sont abandonnés aussi par leur famille. Et il y a des familles qui viennent s'installer aussi, envoyer leurs enfants pour aller mendier. Donc il y a toutes sortes de choses quand même dans ce domaine-là. Quant au bon fonctionnement du programme, le directeur général de l'encadrement et de la protection de l'enfant et de l'adolescent rassure. Et le programme se passe très bien. J'ai l'heureuse chance de vous expliquer que le programme se passe très bien. À ce jour, environ plus de 1000 enfants ont été touchés. Beaucoup sont dans des structures que nous appelons des structures de rééducation. Et beaucoup sont dans des écoles, beaucoup sont retournés en famille et beaucoup sont aussi dans des structures pour les apprendre les métiers. C'est en 2016 que l'association Tabita Landal des maîtres coraniques du Sahel a vu le jour. À ce jour, ce sont plusieurs sessions de formation qu'elle a déjà organisées à travers le pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et je vous retrouve demain pour notre session d'information. Merci de nous avoir suivis.